messieurs, bonsoir. Il est 20h, bienvenue dans l'incontournable. Que ceux qui n'ont rien à se reprocher se calment. Le président de la République, se prononçant sur les auditions des personnalités de l'Ancien Régime, réaffirme sa neutralité. Pour la seconde journée consécutive, Mbaye Jacques Diop répond à une convocation de la division des investigations criminelles. Promiscuité étouffante dans les amphithéâtres, les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines demandent l'ouverture de nouveaux bâtiments. Et puis santé, il faut sauver Mame Thierno Fall. Ce bébé de 2 mois souffre d'une maladie congénitale et ses parents de manque de moyens. Notre focus de ce soir s'intéresse à la journée mondiale de l'environnement. L'économie verte, en sommes-nous? Vaste débat. Pour donner l'exemple, Macky Sall plante un arbre au Palais de la République. Pour en parler, notre invité, Baba Dramé, conseiller technique auprès du directeur de l'environnement. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Et tout de suite, pour nous parler de l'essentiel de l'actualité, Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Mame Fatou. Mbaye Jacques Diop retourne à la division des investigations criminelles. Maître Mbaye Jacques Diop, donc encore entendu à la DIC à propos du rapport de la CENTIF sur le blanchiment d'argent en direct de la DIC. Donc nous retrouvons Adia Talla. Adia, bonsoir. Adia n'est pas encore en ligne, cher Tidiane Diao. Nous allons parler justement de la sortie de Macky Sall sur les auditions. Le président de la République demande aux concernés de se conformer à la loi. Ceux qui n'ont rien à se reprocher donc ne doivent pas avoir peur des audits. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est exprimé ainsi en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Je vous propose de l'écouter. Macky Sall, donc interrogé par nos confrères de la radio Futur Média. Choisi de ne pas polémiquer au ras des pâquerettes. Je considère que les Sénégalais m'ont fait confiance et m'ont confié une mission sacerdotale qui est de conduire aux destinées de notre pays. Alors je le fais avec beaucoup de hauteur dans le cadre de l'état de droit. L'état de droit suppose qu'il n'y a aucun citoyen au-dessus de la loi. Que ce citoyen soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Tous les citoyens seront égaux, auront le même traitement. Maintenant, j'ai entendu des gens s'offusquer sur le fait qu'ils aient été convoqués. Donc, ils se considèrent qu'ils ne sont pas justiciables ou ce ne sont pas des citoyens comme les autres. Ce qui est sûr, je n'ai donné aucune orientation, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire que la justice est en train de traiter. Donc je n'ai pas à me prononcer sur les affaires de la justice. Si c'était des affaires qui relèvent de l'activité gouvernementale, je pourrais vous en dire un mot. Je dis simplement que ce sont des audits qui concernent l'ancienne gestion. Ces audits ont été menés pendant que nous n'étions pas encore au pouvoir. Nous n'avons pas encore commencé nos audits. Par conséquent, il ne faut pas qu'on nous fasse un procès en sorcellerie. Vraiment sur quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait naturel. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, franchement, doivent être calmes parce que rien ne pourra leur arriver, parce que nous ne sommes pas une république quand même banane. C'est le président Macky Sall, je pense que cette fois-ci c'est le bon. Adia Talla est en ligne, donc direction la division des investigations criminelles. Adia Talla, bonsoir. Est-ce que Maître Mbaye Jacques Diop est toujours entre les mains de la DIC? Cheikh Tidiane Diao, Maître Mbaye Jacques Diop vient juste de sortir des locaux de la DIC. Il déclare qu'il est libre de tout mouvement, donc il est sorti. Il a déclaré qu'aussi au cours de son audition, on l'a entendu par exemple sur les 309 millions que la CENTIF aurait déclaré qu'il a versé dans son compte de Crédit Lyonnais, donc du faux, usage de faux. Donc Maître Mbaye Jacques Diop a déclaré que tout est faux dans cette audition. Il dit que pour ce qui concerne les 309 millions, il ne peut pas comprendre comment il peut verser 309 millions dans les comptes de Crédit Lyonnais. Alors comment président du Conseil économique et social, président du Conseil, il perçoit par exemple 8 millions de salaires et 2 millions d'indemnités de logement, il ne peut pas comprendre comment on peut lui demander comment il a pu amasser cette somme.
Il dit et il a déclaré qu'il va porter plainte contre Ngouda Kane, qui était le président de la CENTIF. Donc il dit qu'il est aussi revenu sur le rapport de la CENTIF. Il dit que c'est un rapport qui est fallacieux et qu'il qualifie aussi d'une calomnie. Donc il dit qu'il est sorti vraiment et que vraiment meurtri aussi, ce sont ses propos. Donc il dit qu'il ne peut pas laisser continuer cette affaire. Il va s'adresser aussi à Macky Sall, qu'il interpelle, qu'il demande aussi de relever Ngouda Kane de ses fonctions de secrétaire général du ministère des Finances. Donc la première chose à faire qu'il va faire, Maître Mbaye Jacques Diop, c'est de porter plainte contre Ngouda Kane, qui était le président du CENTIF, qu'il a accusé de détournement de deniers publics. Voilà, Hadi Attala, merci. Donc, Maître Mbaye Jacques Diop, visiblement exaspéré, qui annonce une plainte contre celui qui était le président de la CENTIF, Manfatou Ndoye. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose, le Sénégal qui se dote d'une nouvelle gare de fret d'une capacité de 150 tonnes. On bouffait d'air frais, donc, pour les légumes et les fruits, et dont les points d'expédition. Suivant à ce propos les explications du directeur général de CG Fret et le conseiller technique du ministre des Transports et de l'équipement rural, des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Atanarba. Ce que le Sénégal peut attendre de la gare de fret, c'est un impact positif à terme sur les exportations et un repositionnement de l'origine sénégale sur le marché international. Nous accompagnons à travers le ministère, à travers aussi les agences qui dépendent du ministère sur le plan institutionnel. Nous accompagnons l'ensemble des structures qui œuvrent pour la promotion du Sénégal via le transport aérien. Tout ce que le ministère peut faire pour accompagner les agences et les structures privées qui œuvrent pour le développement, nous allons faire, à savoir la réglementation, les textes, l'orientation et l'accompagnement. Chérif Dia, merci. Manfatou Ndoye, c'était tout pour l'actualité pour ce soir. Je vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes. Merci, vous l'avez dit. On parle de la promiscuité dans les amphithéâtres. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines n'en veulent et n'en peuvent plus. Voilà 5 ans qu'un bâtiment pour le désengorgement est en construction et les étudiants demandent sa livraison dans les plus brefs délais. Ils affirment que le recteur a reçu du ministre de l'Enseignement supérieur l'autorisation d'ouvrir ces amphithéâtres en attendant que les travaux s'achèvent. Daniel Diouf, Madani Marega. Voici ce qui irrite les étudiants. Des amphithéâtres bondés et en très mauvais état. À côté de ces locaux, cette bâtisse flambant neuf, mais non encore fonctionnelle. En ce moment, il y a un problème d'électricité et il y a un problème d'eau. Donc, comme nous avons des cours journaliers, nous sommes tenus de les faire au niveau du bâtiment parce que vous avez vous-même vu les conditions drastiques dans lesquelles nous travaillons. Donc, il est évident aujourd'hui que si nous avons ce joyau, qu'on commence à s'y mettre et à y travailler en attendant que le reste des travaux soient effectués. D'après les étudiants, le maître d'œuvre aurait reconnu avoir stoppé les travaux pour de l'argent qui lui est dû. Hier, quand on a écouté l'ingénieur qui était là et le recteur et tout, on a pu comprendre que c'était peut-être un problème entre l'État du Sénégal et l'ingénieur. Donc ce n'était pas à notre niveau, ce n'était pas aussi au niveau de ceux qui devraient faire les travaux du bâtiment. Mais c'était un problème entre l'État qui vient, on peut dire qui vient, c'est un problème de financement finalement. C'était un problème d'argent qui était entre l'État et l'ingénieur. Donc c'est l'ingénieur lui-même qui a clairement dit qu'il avait bloqué les travaux parce qu'il y avait un problème de financement qui n'a pas été effectué. Les étudiants acceptent la proposition du recteur de rejoindre les nouveaux amphithéâtres en attendant la finition imminente des travaux. Il y aura des journées culturelles de l'amicale le 13, 14 et 15 juillet. Et je pense, et nous voulons aussi, qu'avant cette date, que le bâtiment soit opérationnel, fonctionnel. Nous n'avons pu joindre le recteur. Le doyen n'a pas voulu parler. C'est au téléphone que le chargé de communication nous a signifié que le recteur et le maître d'œuvre ont procédé hier à une réception partielle du bâtiment. Il sera opérationnel dès cette semaine en attendant la fin des travaux. Quelques jours, peut-être quelques semaines, et les premières gouttes de pluie vont tomber sur Dakar et sa banlieue. Et les populations de Mousdalifa, dit Dakar et Kao à Pékin, redoutent de nouvelles inondations dans cette banlieue de Dakar. Les questions d'assainissement restent insolubles. Angoisse, peur et désarroi sont le lot quotidien des habitants. Reportage de Dissa Prera et Diafaraba. Mousdalifa, Djidda Thiaroye Kao, à quelques jours des premières pluies, l'angoisse reste le sentiment le plus partagé. Nous sommes inquiets à l'approche de l'hivernage avec son lot de problèmes et souvent personne ne nous aide. Nous nous prenons en charge tout seuls. À l'approche des hivernages, on ne dort plus.
par crainte, on n'a vraiment pas vu de dispositif adéquat installé dans la zone pour prévenir les inondations. Et ça nous ameute, ça nous fait peur et nous sommes vraiment angoissés pour ça. Dans cette maison presque vidée de ses occupants, seul le père de famille est resté sur place. Pour accéder à la chambre, il est obligé de remblayer la cour avec de la bouse de vache et des sacs remplis de sable. Depuis 89, chaque année, nous les mêmes. Nous habitons ici depuis 1989, mais chaque année, on se retrouve dans la même situation. Les moustiques et l'insalubrité nous empêchent de vivre normalement. Ce n'est que des difficultés. Au-delà des inondations, les populations de Mousdalifa font face à d'autres difficultés. Ce sont les enfants qui sont les plus exposés. Ils jouent dans les eaux stagnantes. À chaque fois qu'il pleut, nous sommes inquiètes. Nos enfants jouent à côté des poubelles, ils mangent près des eaux usées. Nous passons notre temps à déménager et à revenir. Nous avons perdu tout ce que nous avons. Nous avons vraiment besoin d'aide. Aujourd'hui, Mousdalifa Djidda Thiaroye Kao retient son souffle en attendant les premières gouttes de pluie qui, à coup sûr, vont replonger la localité dans un désarroi. Et puis nous parlons d'un cas qui suscite forcément l'émotion. À peine âgé de 2 mois, Mame Thierno Fall doit affronter les aléas de la vie. Ce bébé souffre d'une pathologie congénitale rare. À l'origine de sa maladie, les médecins invoquent une consanguinité. En effet, ses parents sont des cousins germains. Aujourd'hui, ils font face à un problème de moyens et appellent à toute bonne volonté pour soigner leur enfant. Reportage de Nafissatou Sila et Ali Mbaye. Ce bébé de juste 2 mois souffre d'une pathologie rare. Une maladie due selon la médecine à une consanguinité car les parents de cet enfant sont des cousins germains. La totalité de sa peau et qui dans notre jargon s'appelle une érythrodermie. Érythrodermie c'est cancer généralisé. Ichthyosiforme parce que la peau ressemble à des écailles de poisson. Donc c'est une maladie congénitale rendue possible par la consanguinité. Donc c'est la très forte endogamie qui est la cause de la naissance de ces enfants avec ce handicap très gênant. Le petit Mame Thierno souffre d'une autre anomalie. Ses yeux ne sont pas entièrement recouverts par ses paupières. L'enfant a ce qu'on appelle un extropion. Il a les paupières qui sont inversées, donc il a perdu le réflexe de clignement de l'œil qui est une protection du globe oculaire. Donc le geste le plus urgent qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est de le faire voir par nos amis ophtalmologues qui heureusement aussi sont habitués à cette affection. Ses parents, Ngoma Fall et Awa Mbaye, sont désemparés. Ils ne ferment pratiquement plus les yeux depuis la venue au monde de leur second enfant. Depuis près de 2 mois, Ngoma a remué ciel et terre pour soigner son fils, mais les moyens font défaut. Le produit le moins cher coûte plus de 7000 francs CFA et il doit en utiliser plusieurs allant des pommades au savon. On m'a même prescrit un médicament qui n'existe pratiquement pas dans les pharmacies. C'est très dur. Je n'ai pas les moyens d'acheter tous ces médicaments. Selon le professeur Mame Thierno Dieng, il existe un espoir pour venir à bout de cette maladie. Seulement, le traitement est long et coûteux. Aujourd'hui, on a dans nos dossiers une fille actuellement qui a 18 ans, qui est née exactement comme cet enfant, mais c'est avec un accompagnement thérapeutique approprié que cette fille vit aujourd'hui avec une qualité de vie correcte parce qu'elle fait la terminale. Si ces moyens-là sont disponibles en termes de possibilités financières, nous pouvons donner à cet enfant une qualité de vie correcte et je pense que c'est ça l'essentiel. Le père de Mame Thierno est un marchand ambulant. Aujourd'hui, il lance un appel à toute bonne volonté pour sauver son enfant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bonne chance à Mame Thierno Fall et à ses parents. Dans quelques instants, nous retrouvons Cher Tidiane Diao pour la page des sports. Nous démarrons, Cher Tidiane, avec ce premier galop d'entraînement des Lions après la victoire de samedi dernier. Cela fait suite donc aux 48 heures de quartier libre après la victoire sur le Liberia. Donc tous les joueurs concernés ont participé
à l'entraînement. Pas de souci majeur, donc la séance a eu lieu au complexe Dakar-Sacré-Cœur. Tous les Lions, donc rappelons-le, vont jouer ce samedi à Kampala pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2014. Donc ce sera face à l'Ouganda. Et puis en international qui en juge un autre, Karambo, pas du tout surpris par les performances d'Ousmane Mané. Le milieu de terrain de Tromsø donc loue les qualités d'Ousmane Mané, le gardien de but. Donc ce garçon avec qui il a partagé le centre de formation de Djambar. Je vous propose de l'écouter. Je le connais bien. J'étais avec lui pendant des années. Je sais que c'est un bon gardien. Il est talentueux et puis bon, je ne suis pas surpris de ce qu'il a fait aujourd'hui. Si vous avez regardé le match contre le Maroc, notre match d'Olympique contre Oman aussi, toujours c'est pareil. Donc c'est un ami, un jeune qui a du talent et c'est un travailleur. Donc je pense qu'aujourd'hui il est le meilleur. Et puis un autre ancien de Djambar, Idriss Gana Gueye, qui loue sa complicité avec ses partenaires du milieu de terrain. Le milieu de terrain de Lille, donc Manfato espère affiner sa complémentarité avec ses compères du milieu et cela passe avec beaucoup de travail et du temps également. Idrissa Gana Gueye, donc qui espère également faire un bon match à Kampala pour gagner ce match. Nous l'écoutons. Je sais que je peux faire beaucoup mieux déjà, donc je m'entends bien avec Djamé, avec notre numéro 10, donc, qui est Sadio Mané. Donc nous on essaie de récupérer le ballon et on essaie de le faire jouer parce que c'est lui le meneur de jeu. Donc pour nous c'était plutôt une bonne satisfaction, donc on s'est bien entendu, on s'est bien comporté et tant mieux. Donc on va travailler sereinement à l'entraînement et sérieusement aussi. Et après, on va à Ouganda pour essayer de gagner ce match qui sera important pour nous, déjà de prendre quelques points sur les autres équipes. Et après, on verra ce que ça va donner. Voilà, Idriss Gana Gueye, donc le milieu de terrain de Lille. Et puis Manfato, avant de finir ce résultat concernant les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, le Giraffe de Dakar donc, qui se qualifie au tir au but aux dépens de Saint-Kaba de Ziguinchor. Temps réglementaire, prolongation, 0 but partout. Mais au final, ce sont les verts et blancs qui passent. Merci, cher Tidiane Diao. Nous nous intéressons à présent à la Journée mondiale de l'environnement avec cette question. Économie verte, en sommes-nous? Une question justement à plusieurs équations. En tout cas, elle nous est posée à l'occasion de ces Journées mondiales de l'environnement afin de montrer l'exemple. Le président de la République a planté un arbre dans le jardin du Palais. Macky Sall demande aux cultivateurs de planter des arbres fruitiers. Compte rendu Aminata Mbaresso à Lundiagne. Matinée spéciale dans le jardin du Palais présidentiel. Là, on célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Dans une ambiance détendue, le chef de l'État pose le premier acte. La plante reboisée, un corosolier. Ainsi, le chef de l'État invite les cultivateurs à œuvrer dans la lutte contre la désertification en plantant des arbres fruitiers. Pour cet hivernage, Macky Sall appelle ainsi le monde rural à mettre l'accent sur la culture des agrumes. Cette culture peut développer, selon lui, l'économie sénégalaise. Elle peut aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Les services des eaux et forêts sont interpellés pour mettre à la disposition des paysans les moyens nécessaires. L'économie verte, c'est le thème retenu cette année. Le développement de cette économie verte peut aider à limiter les activités polluantes des grandes industries. La Journée mondiale de l'environnement est également une occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux personnes qui se sont engagées dans la sauvegarde de l'environnement. Dans son allocution, le président de la République réconforte les familles des enfants portés disparus dans le parc de Nyokolokoba. Il indique que les services de l'État vont être mis à la disposition pour retrouver ces enfants. Il indique que les services de l'État seront déployés pour que ces enfants puissent être retrouvés. Aminata Mbaresso, merci. Alors notre invité Baba Dramé, conseiller technique du directeur de l'environnement. Baba Dramé, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, première question, comment pourrait-on définir l'économie verte? Définir l'économie verte semble être extrêmement difficile pour le moment parce que la seule définition qui existe, c'est celle qui est donnée par le programme des Nations Unies pour l'environnement
et qui considère l'économie verte comme une économie qui permet véritablement d'améliorer le bien-être des populations, de lutter contre la dégradation de l'environnement, d'éviter les pénuries de ressources naturelles, n'est-ce pas, et de créer les conditions d'une équité sociale dans le partage des richesses de ce monde. Vaste programme alors. Quelles peuvent être justement ces activités génératrices de revenus et qui peuvent permettre également de sauvegarder l'environnement dans lequel nous évoluons? Les activités sont nombreuses en réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude que l'État du Sénégal a engagée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement, dans l'objectif d'identifier des secteurs à fort potentiel en ce qui concerne l'économie verte. Aujourd'hui, vous avez par exemple le secteur des énergies nouvelles et renouvelables, comme l'utilisation par exemple de l'énergie solaire, qui dans un contexte de changement climatique peut véritablement aider à améliorer la disponibilité en énergie des populations tout en contribuant à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, par voie de conséquence contre les changements climatiques. Parce que comme vous le savez, le changement climatique est un problème purement lié par la pollution, par les émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres secteurs, parce que si on prend aujourd'hui le secteur du tourisme, il y a un produit émergent tel que l'écotourisme, qui permet aux populations qui vivent par exemple dans des aires protégées de valoriser ce capital naturel à travers l'activité touristique, d'en tirer, n'est-ce pas, les revenus pour assurer leurs conditions d'existence tout en préservant la ressource naturelle. Il en est de même pour le secteur de l'agriculture où aujourd'hui il y a d'énormes possibilités pour promouvoir des modes d'agriculture respectueuses de l'environnement qui génèrent des revenus pour les populations sans véritablement dégrader l'environnement. Très bien. Alors, les possibilités sont là. La question qui vient tout juste après, alors, c'est celle de la sensibilisation des populations. Est-ce que dans nos pays en voie de développement, nous ne sommes pas à des années-lumière de ces concepts d'économie verte, de sauvegarde de l'environnement, de l'écologie, etc., etc. L'économie verte est un concept nouveau qui fait l'objet d'une curiosité intellectuelle extraordinaire. Parce que d'une curiosité intellectuelle, mais est-ce que populaire? Est-ce que cette curiosité va à l'endroit des populations? C'est un concept qui est actuellement en construction parce que, tenez-vous bien, nous sommes en train de négocier le contenu de l'économie verte dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, communément appelé Rio+20, qui se tiendra du 20 au 22 juin 2012, ce mois-ci, à Rio de Janeiro. Les populations, effectivement, parce que le bien-être des populations est l'un des objectifs prioritaires de l'économie verte. Mais faudrait-il que l'économie verte soit définie de façon à tenir compte des préoccupations des populations? D'où véritablement la nécessité, après une définition consensuelle de l'économie verte, d'informer, de sensibiliser les populations pour véritablement les transformer en acteurs dans le cadre de la promotion de l'économie verte dans nos pays. Tout à fait. Quand on parle économie verte, on peut faire un parallélisme avec la Grande Muraille verte, ce grand projet qu'avaient développé des chefs d'État africains justement pour lutter contre la désertification. Alors, est-ce que ce projet est toujours d'actualité, notamment avec le nouvel attelage gouvernemental? Ce projet est toujours d'actualité parce que c'est un projet qui est adopté aujourd'hui par l'Union africaine. Maintenant, Grande Muraille verte, économie verte, vous avez entendu vous-même le président de la République inciter les populations à planter des arbres fruitiers. Et c'est l'une des orientations du projet Grande Muraille verte. L'objectif qui est recherché aujourd'hui, c'est de planter des arbres utiles qui peuvent générer de l'activité économique et des revenus pour les populations. Donc, dans une certaine mesure, la Grande Muraille verte peut être considérée, en tout cas, comme une orientation stratégique sur laquelle on peut véritablement s'appuyer pour promouvoir l'économie verte dans les zones qui sont traversées par cette muraille. Si je vous comprends bien, déjà la première étape, c'est de trouver une définition consensuelle autour de ce concept de l'économie verte. Ça veut dire que donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, absolument. Il y a beaucoup de... Mais ce travail est aujourd'hui facilité par le travail qui est effectué par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Parce que vous savez, ce qu'il faudrait éviter, ce sont les errements du passé.
Parce que si je prends l'exemple du concept de développement durable, parce que l'économie verte, nous voulons que ce soit véritablement au moins de promotion du développement durable. Mais quand on a mis en place ce concept en 1992, mais on a mis énormément de temps pour l'opérationnaliser. Aujourd'hui, dans le cadre des négociations, ce qui est recherché, c'est de donner d'abord un contenu opérationnel à l'économie verte avant maintenant de s'entendre sur une définition qui peut être véritablement retenue par les décisions prises par les Nations Unies. Alors, il y a forcément la question financière qui intervient. Est-ce que ça demande beaucoup de ressources pour mettre en place un programme et éventuellement le vulgariser, ce programme-là? Absolument, parce qu'une fois qu'on s'entend sur la feuille de route qui doit nous permettre de mener une transition vers l'économie verte, alors il se posera naturellement la question des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Alors, c'est pourquoi les pays africains, d'ailleurs, qui ont adopté l'économie verte lors de la conférence préparatoire de Rio+20, qui s'est tenue au mois d'octobre 2011 à Addis Abeba, les pays africains ont effectivement montré que l'économie verte, le développement durable d'abord et l'économie verte ensuite, est une priorité des États et il appartient aux États de dégager les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Maintenant, naturellement, dans le cadre de la coopération internationale et de l'appui des pays développés, le complément nécessaire pour un financement suffisant de ces moyens, de ces projets peuvent être mobilisés. Mais l'économie verte, il faut le dire, a un coût. Et ce coût-là, il faudrait véritablement que nos États puissent le supporter, avec l'appui, bien sûr, des partenaires au développement. Justement, les institutions internationales sont très sensibles à ce genre de questions. Maintenant, quelle est la part d'implication de l'État? Parce que vous avez beaucoup évoqué le Fonds des Nations Unies, mais l'État sénégalais en tant que tel, comment il compte s'impliquer? Il appartient aux États de définir les politiques nationales de développement. Si véritablement nous devons définir une stratégie pour la promotion de l'économie verte au Sénégal, il va sans dire que l'État va jouer le rôle de premier plan. Parce que c'est l'État qui est souverain et qui définit les politiques. Dans le cadre des négociations actuellement, d'ailleurs l'un des fondamentaux qui sont posés sur la table, c'est que l'économie verte doit être définie en tenant compte de la souveraineté des États. Ça vous montre déjà la place importante que déjà les négociateurs donnent aux États dans le cadre de la définition, mais également de l'opérationnalisation éventuelle du concept d'économie verte. Parce que s'il n'en était pas ainsi, c'est véritablement notre souveraineté qui risquerait d'être menacée. Et l'économie verte pouvait être considérée comme étant un dictat qui vient de l'extérieur pour s'imposer à nos pays. Or, véritablement, il appartient aux États de voir véritablement les opportunités que le concept présente et par voie de conséquence de s'y engager. D'autant plus que les degrés de pollution ne sont pas les mêmes selon qu'on est en France ou au Sénégal. Ah, mais vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi un des principes fondamentaux, n'est-ce pas, de Rio de Janeiro, c'est le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Qui veut dire que oui, nous sommes tous responsables de la dégradation de l'environnement, de la pauvreté, etc. Mais à des degrés divers, n'est-ce pas? Et pour cette raison, les pays les plus vulnérables comme le Sénégal doivent naturellement s'attendre à l'appui des pays qui sont responsables de la dégradation de l'environnement pour financer leur politique de développement durable, y compris éventuellement la politique de promotion de l'économie verte dans nos pays. Tout à fait. Baba Dramé, c'est ça, merci pour ces éclairages. On se rend compte que l'économie verte est donc un vaste chantier. Merci à la régie de m'avoir accompagné sur cette édition. Retrouvez Pam Ngagne, donc Ngagne Diagne, autant pour moi, dans votre magazine ROFO. Excellente suite des programmes sur la TFM. Bonsoir.